Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de suivre le 20h de la télévision du Burkina. À la une de l'actualité ce soir, la visite officielle du président du Faso entamée ce mardi en Turquie. Roch Marc Christian Kaboré a été accueilli en début d'après-midi à Istanbul par les autorités turques et les représentants de la communauté burkinabé. Dans la capitale économique de la Turquie, le chef de l'État va présider un forum économique qui a pour but de valoriser les potentialités du Burkina Faso. Ils seront certainement présentés en Turquie. L'industrie et l'artisanat occupent une place de choix dans l'économie nationale. C'est fort de ce constat que la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina lance un projet avec à la clé une enveloppe financière de 70 millions de francs CFA dans le viseur des entreprises à fort potentiel de croissance. Et dans l'actualité également ce soir, la crise diplomatique qui monte d'un cran entre les États-Unis et l'Iran. Washington ajoute sur sa liste d'organisations terroristes le corps des gardiens de la révolution islamique. Réponse du berger à la bergère. L'Iran considère désormais les forces militaires américaines comme étant également une organisation terroriste. Bienvenue à tous et nous commençons ce journal par l'arrivée du président du Faso en Turquie, Roch Marc Christian Kaboré, en visite officielle de 72 heures. Le président est arrivé dans l'après-midi de ce mardi à Istanbul. Il a été reçu par les autorités turques et les représentants de la diaspora burkinabé. Au cours de son séjour, le chef de l'État va échanger avec cette diaspora forte de plus de 500 personnes vivant donc sur toute l'étendue de la Turquie. Le Forum économique des hommes d'affaires turcs et burkinabés qui s'ouvre demain sera présidé par le président du Faso. À cet effet, le chef de l'État s'est entretenu en fin d'après-midi avec le président du Conseil d'affaires Turquie-Burkina, M. Ahmet Dal. Il s'exprime sur les enjeux de ce forum. Nous avons parlé sur le commerce entre le Burkina Faso et la Turquie. Nous avons demandé à son excellence, monsieur le président du Burkina Faso, de nous aider au niveau de l'investissement, à savoir les hommes d'affaires ou les investisseurs qui seront au Burkina Faso, de leur faciliter le système d'investissement au Burkina Faso. Nous aussi, nous lui avons promis de faire tout notre possible pour envoyer aussi les investisseurs au Burkina Faso. La suite du séjour présidentiel donc va se poursuivre à Ankara où Roch Marc Christian Kaboré aura des entretiens avec le président de la Grande Assemblée de Turquie et aussi avec son homologue le président Recep Tayyip Erdogan. La mise en œuvre du budget programme au Burkina Faso fera l'objet d'un séminaire gouvernemental dans les prochains jours sur le contenu de cette rencontre, mais aussi pour présenter son institution. Le premier président de la Cour des comptes est allé échanger avec le chef du gouvernement. Compte rendu avec Césaire Carfo et Pascal Canet. C'est la première fois depuis la nomination de Christophe Dabiré qu'une délégation de la Cour des comptes se rend à la primature. Jean-Émile Somda est venu présenter au chef du gouvernement les acquis et les défis de l'institution judiciaire dont il a la charge. Les échanges ont aussi porté sur les réformes engagées à la Cour des comptes. Nous avons insisté sur les grands défis de la Cour des comptes, qui est une institution qui est dans une phase transitoire. Parce qu'il y a beaucoup de réformes à l'échelle tant nationale que sous-régionale qui tiennent aux exigences des directives de l'UEMOA, ça c'est au niveau sous-régional, et également les exigences du passage au budget programme au niveau de notre pays. Ça va entraîner au niveau de la Cour des comptes beaucoup de changements dans les méthodes de travail. Ça va également demander toute une autre organisation, des ressources nouvelles en termes de ressources humaines, en termes de ressources matérielles, logistiques. Au niveau également de nos textes, il y a beaucoup de réformes en vue. Nous allons donc échanger de tout cela. C'est tout cela, le Premier ministre qui nous a beaucoup écouté, qui nous a prodigué des conseils. Un séminaire gouvernemental est prévu les jours à venir pour échanger sur la mise en œuvre du budget programme au Burkina Faso. Un projet qui va remplacer le système budgétaire classique en vigueur.
L'Office national de l'eau et de l'assainissement prend les devants en cette période de forte chaleur. Elle est aussi bien que l'électricité fortement sollicitée. Ce 9 avril, l'ONEA mesure publiquement l'ampleur de la corvée dans certains quartiers périphériques. Et face aux médias, l'Office de l'eau est formel. À partir de décembre 2019, l'or bleu ne sera plus rare à Yagma, à Basenko ou encore à Bangpore. En attendant, des citernes remplies d'eau sont convoyées dans les zones touchées par les pénuries. Consonne Koulibaly, Alissa Sanfo, reportage. Après plus de 4 heures d'horloge passées à la borne fontaine, Sarah Taouedraogo est enfin soulagée. Aujourd'hui, elle pourra étancher la soif de sa famille. Une chance pareille, Thérèse Sam l'espère aussi. Il est 11h30 et elle est là depuis 7 heures du matin. À observer la scène de plus près, Thérèse devrait encore patienter quelques heures. Nous venons de Yagma. Ici, c'est Basenko. Le soleil est ardent. Parfois, nous venons, nous trimons et nous repartons d'huile. Un calvaire, une réalité désormais partagée entre les femmes de plusieurs quartiers de la ville de Ouagadougou. Yagma, Basenko, Tanguin et Nagrin, partout, le liquide source de vie manque. Pour l'Office national de l'eau et de l'assainissement, qui a convié la presse ce matin pour une visite terrain, c'est la canicule qui est à l'origine de ces désagréments. La production est là, puisqu'elle est excédentaire de plus de 35 millions de mètres cubes, mais il faut envoyer l'eau au plus près des populations. Et ce sont ces canaux qui conduiront l'eau jusqu'à chez les populations. L'entreprise en charge des travaux dit qu'elle est à 15% du taux d'exécution. Alors, les populations devraient patienter encore. Il faut renforcer le transport de l'eau vers les zones de consommation. Et ce sont ces travaux-là qui sont en cours et qui vont s'achever au plus tard à la fin de cette année. Donc il faut espérer que l'année prochaine, les travaux seront terminés et donc que la situation va totalement s'améliorer. Mais il n'y a pas que la capitale qui connaît des pénuries d'eau en cette période caniculaire. Pour ce qui concerne la ville de Bobo-Dioulasso, et ça c'est la deuxième situation, nous avons des difficultés également pour alimenter les zones hautes. Vous avez le cas spécifique de Kupela-Puitenga. Si à Kupela, on a quand même quelques forages qui permettent de desservir la population, pour le cas de Puitenga, nous avons tenté de faire des forages et nous n'avons pas pu avoir la moindre quantité d'eau pour desservir la population. Il y a l'autre cas qui concerne les centres qui sont situés dans des zones à risque, compte tenu de la situation sécuritaire. Et pour toutes ces zones, la nationale de l'eau rassure qu'elle est à pied d'œuvre pour améliorer la situation dans les meilleurs délais. Et de deux pour le programme RISE, les États-Unis, à travers son agence pour le développement international, injectent plus de 111 milliards de francs CFA pour la résilience accrue au Sahel. La deuxième phase de ce programme s'étend sur une période de 5 ans avec le même objectif. Les chocs climatiques sont mieux appréhendés par les populations vulnérables. Issa Kafando avec Nathalie Sawadogo. C'est parti pour 5 années de mise en œuvre de la phase 2 du programme RISE, Résilience accrue au Sahel de l'USAID, dans la région du Centre-Nord. D'un coût global de 111 milliards de francs CFA, ce sont 100 000 ménages vulnérables dans 11 communes de la région qui vont bénéficier de ce programme. Nous comptons mettre l'accent sur 3 choses. D'abord, sur les femmes et les jeunes. Deuxièmement, l'eau potable reste toujours un défi. Et troisièmement, on voudrait renforcer le système sanitaire, renforcer le système d'agriculture au niveau local. Ces 100 000 producteurs vont travailler dans le domaine agricole pour améliorer, accroître la production, pour travailler sur les chaînes de valeur. Et cela va continuer sensiblement à faire en sorte que nous tendons vers la sécurité alimentaire. Cette deuxième phase est la résultante de la bonne exécution de la première phase.
Alimata Korgo est une des bénéficiaires, aujourd'hui productrice leader dans la commune rurale de Barsalgo. Elle a su utiliser les bonnes pratiques pour avoir les meilleures récoltes. Des récoltes qui lui ont permis de payer la scolarité de ses enfants, de s'acheter une moto et d'aider son époux à construire une maison. Le grand progrès que le Burkina a fait pendant 5 ans, que le peuple américain, à travers le gouvernement et USAID, ont décidé d'augmenter notre investissement pour les 5 ans à venir. Et c'est ça la raison pour laquelle nous sommes vraiment contents de prendre un grand pas en avant pour le développement durable à long terme et équitable pour le Burkina Faso. Résilience accrue au Sahel est une initiative régionale conçue en 2012 par l'USAID pour répondre à une série de fortes sécheresses et autres fléaux dans la région du Sahel en Afrique. 70 millions de francs CFA pour renforcer les activités de 12 micro, petites et moyennes entreprises. C'est un projet porté par la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina avec pour but d'accroître la transformation industrielle et artisanale. L'appel à projet lancé ce matin à Ouagadougou précise que cette aide financière sera distillée aux entreprises retenues non pas en numéraire mais sous forme d'accompagnement technique. Amadou Ilboudo et Maïmouna Traoré nous en parlent. Le projet d'appui à la transformation industrielle et artisanale met l'accent sur des entreprises focalisées sur l'accélération de la transformation agro-silvopastorale et artisanale à fort potentiel de croissance. Des micro, petites et moyennes entreprises formellement constituées, maîtrisant bien leurs domaines d'activité et se distinguant par le caractère innovant de leurs produits. À terme, 12 entreprises seront primées. Un accompagnement sous forme de paquets de services pour renforcer la qualité, la visibilité et la compétitivité de leur production. Il a été décidé de mettre à disposition de l'ensemble des initiatives des entrepreneurs une certaine somme de 70 millions de francs CFA qui permettront à ces personnes-là de valoriser leurs produits, de labelliser leurs produits, et de commercialiser leurs produits et de participer, de faire connaître leurs produits à travers des foires dans l'ensemble du pays et même à l'extérieur du pays. Il faut qu'on dise aussi que ce n'est pas de l'argent que nous allons distribuer aux entreprises pour en faire des fonds de roulement. C'est tout simplement de l'accompagnement. Nous allons financer des actions qui seront posées. L'appel à projet est lancé et le comité technique de sélection mis en place. Les dossiers sont recevables jusqu'au 9 mai. La Chambre de commerce et d'industrie du Burkina s'engage à faire du projet une réussite en s'entourant de compétences nécessaires. Direction à présent Bobo Dioulasso, où les femmes comptent bien apporter leur pierre à l'édifice de l'entrepreneuriat. Plusieurs centaines de femmes évoluant dans le secteur informel dans la région des Hauts-Bassins participent ainsi au premier symposium des femmes entrepreneurs de la région. Les enjeux dans ce reportage de Drissa Traoré et Moumouni Barou. Elles sont environ 300 femmes à prendre part à ce premier symposium petit à petit des femmes entrepreneuses de la région des Hauts-Bassins. Elles évoluent dans le secteur informel. Ici, il est donc question de renforcer les capacités de ces femmes en matière d'entrepreneuriat et de leadership féminin afin de leur donner des rudiments nécessaires pour la réussite de leurs activités. Ce symposium qui tourne autour du thème « Contribution de la femme entrepreneuse dans la construction de la paix, la cohésion et le vivre ensemble » est une initiative de Cléduca et qui a tiré son origine, cette éducation à travers le fait qu'on a considéré la femme entrepreneuse comme étant les organisations de développement, dans le domaine du commerce, dans le domaine du petit commerce et les ateliers jeudis de revenus. Mais en ce qui concerne la paix, le vivre ensemble, nous voulons que les femmes entrepreneuses entreprennent effectivement dans ce domaine-là afin d'être des ambassadrices, des éducatrices de paix et de vivre ensemble. Et le deuxième objectif, c'est bien entendu comment, à travers la Poste pour Burkina Faso, nous pouvons créer des conditions pour accompagner les femmes justement à promouvoir les activités. Le troisième là, c'est l'éducation financière et l'entrepreneuriat. C'est aujourd'hui un thème d'actualité, si bien qu'en Niger, on essaie vraiment de le mobiliser pour qu'elles puissent avoir de nouvelles connaissances. La sensibilisation des femmes sur les notions paix et cohésion sociale est donc jugée capitale pour la promotion de l'entrepreneuriat et du leadership
Et c'est d'ailleurs l'un des objectifs majeurs de la tenue de ce symposium. Les organisateurs ont vu juste, ils commencent par là, pour qu'il y ait cette cohésion sociale, pour qu'il y ait la sécurité et que la femme contribue fortement à ce que nous puissions avoir ces conditions et maintenant travailler avec les femmes entrepreneurs pour la relance économique de notre région. Donc j'ai tenu à marquer ma présence pour saluer, pour encourager les organisateurs, mais surtout ces braves femmes qui contribuent au quotidien. J'ai dit on n'a pas les chiffres, mais je sais que leur contribution est inestimable pour le développement de notre région et aussi pour le développement de notre pays. Ces femmes entrepreneuses du secteur informel sont issues des associations féminines de Bobo-Dioulasso, des communes rurales et aussi des partis politiques de la région des Hauts-Bassins. Au tribunal militaire de Ouagadougou, le procès du putsch de 2015 entre dans une nouvelle phase, celle de l'audition des victimes. Ce mardi, une vingtaine sur la soixantaine retenus donc pour comparaître étaient à la barre. C'était une journée chargée d'émotions que nous rapporte Zoubaviel David Dambiré. La gorge nouée, les yeux imbués de larmes, Aboubakar Yanogo relate au tribunal les circonstances de la mort de son jeune frère Salif Yanogo. La scène macabre se déroule dans la matinée du 17 septembre 2015, près de l'école des douanes de Ouagadougou. Selon son récit, alors qu'il quittait le domicile familial pour le rond-point des Nations Unies, Salif Yanogo était assis devant son garage et l'aurait même déconseillé de partir vers la ville. Il y a des tirs là-bas, avait-il lancé selon Aboubakar Yanogo. Malgré tout, Aboubakar Yanogo dit avoir démarré sa moto. Juste après son départ, il dit avoir entendu des tirs derrière lui. Je me suis donc réfugié dans la station Shell à côté. Un autre fugitif est arrivé aussi. Il m'a dit que les éléments du RSP venaient de tuer un jeune derrière là-bas, lance le parent de victime au bord des larmes. Apeuré donc, il rebrousse chemin et découvre son jeune frère gisant dans une mare de sang. Quand je suis arrivé, il était couché sur le ventre, la tête perforée par des balles. Je l'ai retourné, il avait reçu 4 balles. Les éléments du RSP qu'il avait abattus sont revenus et alors que je cherchais de quoi couvrir le cadavre, ils ont jeté un torchon sur lui, relate le frère de la victime, avant d'éclater en sanglots à la barre. C'est insoutenable, c'est inacceptable que des militaires se comportent ainsi envers des populations à main nue, s'indigne le parquet militaire. Et comme Aboubakar Yanogo, ils sont une vingtaine de victimes et de parents de victimes à se succéder à la barre depuis ce matin, qui pour témoigner des violences physiques et morales subies lors du putsch par les éléments de l'ex-RSP, qui pour expliquer les circonstances de la mort de son parent. Des histoires pathétiques, aussi déroutantes les unes que les autres, regrettera Maître Prosper Farama, un avocat des partis civils. Selon les récits à la barre, la plupart des éléments ont été pris à partie par les éléments de l'ex-RSP et ont reçu les balles à bout portant. Plusieurs d'entre elles traînent encore les séquelles de ces violences à l'image de Amadou Zonou, étudiant en réseau informatique, atteint de 2 balles dans la cuisse gauche et dont les séquelles visibles ont suscité l'indignation d'une assistance fortement mobilisée pour la circonstance. Sur les 300 victimes enregistrées dans cette procédure judiciaire, seule une soixantaine est retenue pour témoigner à la barre. L'audience reprend demain à 9h au tribunal militaire de Ouagadougou avec la suite des auditions des victimes. Serait-ce une crise en vue dans le département de la jeunesse? La question mérite d'être posée au regard de la sortie du syndicat de ce ministère. La pomme de discorde présentée aux professionnels des médias, le projet d'organigramme du ministère qui devrait être adopté en Conseil des ministres. Le syndicat juge ce projet incohérent et inopportun comparativement à un autre plus consensuel et ambitieux validé par la majorité des acteurs du département. Compte rendu avec Oscar Soulama et Maïmouna Traoré. Le syndicat autonome des cadres en emploi et en formation professionnelle conteste le projet d'organigramme du ministère de la Jeunesse et de la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes. Face à la presse, les membres du syndicat expriment leur mécontentement. Selon le syndicat, ce projet n'est pas celui jugé consensuel et cohérent par l'équipe de représentants de toutes les structures du département. Pour le cas présent, une équipe constituée des représentants de toutes les structures du département a travaillé d'arrache-pied pour trouver un projet jugé consensuel, pertinent, cohérent et ambitieux par la majorité des acteurs. Notre déception fut grande de constater que ce projet, que M. le ministre avait promis de transmettre dans les plus brefs délais pour examen et adoption en Conseil des ministres, a été purement
est simplement mis de côté et est remplacé par un autre dont nous ignorons les initiateurs et dont les incohérences le disputent au dédoublement et superposition de structures ayant les mêmes missions. Le syndicat exige le retrait du projet d'organigramme contesté. Il souhaite que celui jugé consensuel soit transmis au Conseil des ministres pour adoption. L'heure est au bilan pour l'ONG Compassion Internationale. La prise en charge des enfants en situation difficile est le leitmotiv de cette organisation chrétienne qui a injecté en 2018 près de 14 milliards de francs CFA dans ces zones d'intervention. Aux autorités de la région de l'Est, Compassion Internationale a surtout présenté l'ampleur de son action dans divers domaines. Le point avec Aimé Douamba, Pomano Lompo et Ibrahim Sano. L'ONG Compassion Internationale échange avec les autorités administratives, politiques, coutumières et religieuses des Fadangourmand. Un cadre qui permet à l'ONG de faire les points de ses activités depuis son arrivée au Burkina Faso. Il nous a paru nécessaire que nous faisions connaître auprès des autorités, que ce soit au niveau central ou local. Et donc c'est pour cela que nous avons entrepris des rencontres pour asseoir une possibilité de partenariat dans notre vision de rendre l'enfant heureux à travers la protection de ses droits. Beaucoup de gens se posent des questions sur Compassion, sur ce qu'elle fait. On a trouvé que c'était une occasion de venir révéler aux gens ce que Compassion fait. Notre critère principal et non négociable, c'est la pauvreté. Il faut que l'enfant soit dans une situation de pauvreté pour être éligible. Libérer l'enfant de la pauvreté, tel est l'objectif global de cette structure. Un objectif jugé noble par les participants. C'est des mots de reconnaissance envers Compassion Internationale parce que comme vous le savez, l'État lui seul ne peut pas tout faire. Alors quand il y a des organisations de la société civile qui interviennent pour soulager un peu l'État et puis renforcer les efforts de l'État, ce n'est que des mots d'encouragement que nous avons à l'endroit de Compassion Internationale. Compassion Internationale existe au Burkina Faso depuis 2004. Elle intervient dans les domaines tels que l'éducation, la santé et l'hygiène. La promotion de la paix et de la cohésion sociale est le domaine de prédilection de cette jeune organisation. L'Association pour la tolérance religieuse et le dialogue interreligieux déroule son programme d'activité. La structure qui se veut œcuménique fait parler d'elle au moment où la cohésion sociale est mise à rude épreuve au Burkina. Yacouba Gamene avec Maxime Zongo. Promouvoir la tolérance religieuse et le dialogue interreligieux, éléments nécessaires pour la paix et la cohésion sociale, c'est l'objectif visé par l'Association pour la tolérance religieuse et le dialogue interreligieux qui lance ici ses activités. La production et la diffusion d'émissions sur la tolérance, l'animation de conférences de presse avec des associations informelles dans des établissements secondaires, autant d'activités au programme. Quand je parle d'activités médias, il s'agit par exemple des rubriques que l'on pourrait créer et puis animer dans les différents journaux, en ligne ou bien papier. Il s'agit d'émissions en fait, qui peuvent être réalisées en partenariat avec les médias audiovisuels dans le but de sensibiliser l'opinion. Il faut également préciser que les religieux, à travers leurs organisations fêtières, également font partie de notre cœur de cible. L'Association pour la tolérance religieuse et le dialogue interreligieux a vu le jour suite aux différentes discriminations fondées sur la religion, mais également à la multiplication des conflits intercommunautaires. En 4 mois d'existence, l'association compte en son sein toutes les confessions religieuses et elle entend œuvrer pour un Burkina de paix. Et puis ce soutien moral des femmes de la ville de Sia envers les forces de défense et de sécurité réunies au sein de l'Association des femmes d'action pour l'insertion sociale. Elles ont choisi de partager un repas communautaire avec les FDS de Bobo-Dioulasso. C'était également pour marquer le 5e anniversaire de la structure, compte rendu avec Martin Zerbo et Ismaël Saturnin Paris. Communier avec les forces de défense et de sécurité autour d'un plat. Toute la philosophie qui sous-tend ce rendez-vous. Une initiative de l'Association des femmes d'action pour l'insertion sociale qui veut à sa façon
apporter son soutien au FDS, surtout dans ce contexte particulier d'insécurité au Burkina Faso. Cette activité, nous l'avons organisée, c'est à l'occasion du 5e anniversaire de notre association. Et cette journée, nous le dédions aux forces de défense et de sécurité qui de jour comme de nuit luttent pour la sécurité des Burkinabés. Et nous profitons de cette journée pour appeler une cohésion sociale et surtout le dialogue au Burkina Faso. Cette idée de partager un repas communautaire en l'honneur des FDS est bien appréciée par les premiers concernés qui trouvent en cela un acte de solidarité. Ce qui nous a motivés à venir soutenir ces femmes, c'est le fait que c'est une action noble. Savoir que nos mères, nos sœurs, nos filles sont derrière nous dans cette lutte, c'est vraiment une satisfaction morale pour nous et ça nous encourage à mieux se donner. La femme, c'est elle qui détient deux fois des secrets qui peuvent, au moment où nous avons des problèmes sur un front, où on a des problèmes à quelque part, la femme vient nous donner la solution et on repart avec les énergies nécessaires pour amener la victoire. Par son geste, l'Association des femmes d'action pour l'insertion sociale encourage tous les Burkinabés à se mobiliser derrière les forces de défense et de sécurité pour venir à bout des terroristes. Une initiative qu'elle compte réitérer les prochaines fois. Actualité hors de chez nous, au lendemain de son appel à une trêve humanitaire non respectée, l'ONU appelle aujourd'hui à un arrêt immédiat des combats à Tripoli. Cela fait suite à un raid aérien des forces loyales au maréchal Haftar. Un raid mené hier lundi contre le seul aéroport fonctionnel de la capitale libyenne qui suspend ses vols. À proximité d'une piste d'atterrissage, un cratère d'1 mètre de profondeur. Preuve de l'attaque dont a été la cible le seul aéroport fonctionnel de Tripoli en Libye. Cette frappe aérienne n'a pas fait de victimes, mais l'aéroport de Mitiga a été évacué et les avions sont cloués au sol depuis hier. L'ONU a condamné l'attaque. Viser une infrastructure civile est une violation grave du droit international humanitaire. Elle appelle à un arrêt immédiat des combats. L'escalade de la violence à Tripoli et dans ses environs a provoqué le déplacement de 3400 personnes fuyant les combats. Nous appelons à une trêve humanitaire temporaire pour permettre la mise en place de services d'urgence et le départ volontaire de civils, y compris les blessés, depuis les zones de conflit. Depuis le 4 avril, le maréchal Khalifa Haftar et ses troupes de l'ANL, l'armée nationale libyenne, se sont lancés à l'assaut de Tripoli, qui est sous contrôle du gouvernement d'union nationale. Les forces du Premier ministre Fayez al-Serraj tentent de bloquer l'avancée des troupes du maréchal Haftar. Des convois de pick-up lourdement armés sont arrivés en renfort depuis Misrata. Les combats sont violents. Le gouvernement d'union nationale n'est en place que depuis 2015 en Libye et bien qu'il soit soutenu par les Nations Unies, il n'est pas reconnu dans tout le pays. La crise diplomatique, elle est consommée entre les États-Unis et l'Iran. L'administration américaine vient de placer les gardiens de la révolution islamique sur sa liste des organisations terroristes. Dans un communiqué, le président Trump précise que cette mesure permet d'accroître la pression contre l'Iran. Le corps des gardiens de la révolution iranienne est une armée idéologique créée en 1979 dans le but de protéger la révolution islamique des menaces étrangères et intérieures. C'est un véritable tournant dans la politique extérieure américaine. Washington a placé les gardiens de la révolution iranienne sur sa liste des organisations terroristes, une étape supplémentaire pour isoler l'Iran sur la scène internationale et accentuer la pression sur Téhéran qui ne cède pas pour l'instant. Cette mesure historique privera le premier État à parrainer la terreur des moyens financiers nécessaires pour répandre la misère et la mort dans le monde. Les entreprises et les banques du monde entier ont désormais l'obligation claire de veiller à ce que les entreprises avec lesquelles elles effectuent des transactions financières ne soient pas liées matériellement à cette organisation. En représailles, le chef de la diplomatie iranienne, Javad Zarif, a appelé son gouvernement à classer les forces américaines au Moyen-Orient sur sa liste des groupes terroristes.
La redevabilité ce soir est au rendez-vous sur la télévision du Burkina. Dialogue citoyen reçoit le ministre Vincent Dabilgou, ministre des Transports, de la Mobilité urbaine et de la Sécurité routière. Il devra répondre sur plusieurs sujets ce soir. Simon Gongo. Bonsoir Peggy Ouedraogo, bonsoir à tous. Vous l'avez dit, ce soir nous nous intéressons au secteur des transports. Là aussi, le président du Faso s'était engagé en 2015 lorsqu'il était candidat à la présidentielle à limiter par exemple les postes de contrôle ou faciliter la circulation dans les zones urbaines et rurales. 3 ans et demi après, que deviennent ces engagements? C'est à ces questions que le ministre des Transports, Vincent Dabilgou, viendra à répondre. Et comme d'habitude, Dialogue citoyen va s'intéresser à 2 points, la mobilité urbaine, rurale et sécurité routière, le développement du transport communautaire aérien et ferroviaire. Et c'est vous qui faites l'émission, n'oubliez pas du tout. Vous pouvez nous appeler au 25 40 79 03 pour participer à cette émission. Dialogue citoyen, c'est tout à l'heure à partir de 21h. Voilà donc Dialogue citoyen à suivre tout de suite après ce journal à partir de 21h en direct sur la télévision du Burkina. Merci de votre fidélité et bonne suite de programme.